Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, je reçois une figure majeure de l'intelligence collective et de la décision complexe. Il s'agit d'Olivier Zara. Bonjour Olivier. Bonjour Johan, merci de m'inviter. Alors depuis plus de 25 ans, je fais une petite présentation de ce que j'ai retenu de toi en préparant l'émission. Donc une petite présentation pour vous découvrir Olivier avant qu'il ne se présente lui-même. Donc depuis plus de 25 ans, Olivier explore, structure et éclaire un terrain que peu de leaders maîtrisent vraiment. C'est celui où les décisions ne peuvent plus être prises seules, où l'incertitude domine et où la qualité du collectif devient un enjeu vraiment stratégique. Consultant, auteur, formateur, architecte des décisions. Moi, j'aime beaucoup cet acronyme-là. Tu vas nous expliquer, nous en dire plus. Il a contribué à transformer la manière dont les organisations réfléchissent, coopèrent et tranchent. Ce qui me touche particulièrement dans son parcours, et c'est ce qu'on a vécu ensemble quand on a préparé cette émission, c'est vraiment ce fil rouge constant, c'est que la conviction que mieux décider, c'est d'abord mieux structurer l'humain, la coopération et la pensée partagée. Dans cet épisode, on va parler de distinctions clés, comme les réflexions versus les décisions, les risques décisionnels, le management hybride, l'intelligence collective augmentée et surtout de ce qui permet à un groupe de passer du brouhaha cognitif à une vraie clarté collective. Olivier, je suis ravi de t'accueillir et enchanté. Merci à toi. Et superbe introduction et résumé, je me suis dit, waouh, super. Bon, tant mieux. Alors, ça me fait plaisir parce que c'est pas toujours un exercice facile. Et pour les auditeurs d'ailleurs qui ne savent pas, on fait une préparation en amont où je prends le temps en fait et ensemble de comprendre l'univers de chacun. Donc c'est à la faveur de ce que je trouve aussi comme recherche et de notre échange que j'essaie de construire ces introductions. Donc, merci Olivier pour ce retour. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais comme j'aime bien par habitude, quand on parle de sens, j'aimerais bien Olivier que tu nous expliques un petit peu, au-delà de ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es et un petit peu le fil conducteur que tu donnes au sens de ton engagement. Euh, alors, à chaque fois que tu disais le mot sens, il y avait le mot bon sens qui me venait à l'esprit. Parce que quelque part, ce que je fais, comme tu dis, depuis presque 25 ans maintenant, euh, malheureusement, ce n'est que du bon sens. Ça devrait être du bon sens, mais il y a un certain nombre d'éléments culturels, cognitifs, qui font que ce qui devrait être naturel, coulé de source, apparaît comme de la sagesse ou quelque chose qu'on doit absolument faire. Eh bien, et voilà. Donc, j'ai, par mon parcours, eu l'occasion de découvrir des environnements hiérarchiques, verticaux, en particulier dans ma carrière de consultant en management, dans cette partie de ma carrière. Et j'ai remarqué qu'on était très centré sur management individuel et collectif, conduire les entretiens, fixer les objectifs, développer la cohésion de l'équipe, la dynamique d'équipe, gérer les conflits. Je me suis dit, mais c'est à quel moment qu'on gère les connaissances et les intelligences? Alors, pourquoi on ne fait que gérer des tâches, de la communication managériale
du management des activités. Mais à quel moment on valorise le potentiel de savoir et d'intelligence et d'expérience des gens? Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup. Et j'ai fini par comprendre que quelque part, cette chose, de savoir, l'intelligence, ben, c'est le statut, le pouvoir, le diplôme et l'ancienneté. Voilà. Mm. Et mon expérience, à l'époque, avant de m'intéresser à ce sujet, m'a fait dire que, foi, ceux qui avaient le statut, le pouvoir, le diplôme et l'ancienneté n'étaient pas forcément des décideurs auteur des attentes de leur équipe. Et donc, le mot intelligence collective a traversé euh, par un email que j'ai reçu m'invitant à un symposium des ressources humaines à Marrakech en 2002 qui parlait, dont le thème était l'intelligence collective. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de l'intelligence collective. Là, je me suis dit, bah, j'y connais rien, donc il faut que je me forme. Je vais sur Amazon, je tape intelligence collective et je tombe sur 3 livres. Un livre sur les abeilles, un sur les termites et un sur les fourmis. Et je suis bon. Bon, puis aussi un livre de Carivi qui était plutôt sur la philosophie, etc. Et je me suis dit, ben, si les abeilles y arrivent et les fourmis, ben, peut-être que nous aussi, on peut y arriver. Mais malheureusement, il n'y avait pas de livre qui expliquait comment implémenter l'intelligence collective, donc le management des intelligences et des savoirs dans l'organisation. Et je me suis mis en tête d'écrire un livre sur le sujet, mais comme j'étais incompétent, mais qu'on était au début des blogs, des forums de discussion, etc., j'ai fini petit à petit par rassembler une communauté de 300 personnes incompétentes, moi étant le chef des incompétents. Donc 300 incompétences sur ce sujet-là ont permis de faire émerger quelques éléments qui ont été formalisés dans mon premier livre, qui s'appelle Le management de l'intelligence collective, et que j'ai publié en octobre 2024, donc ça fait 20 ans. Et puis le livre a généré des demandes de conférences, puis de formations, et puis de fil en aiguille, ben, je suis arrivé à publier récemment mon 15e livre, toujours sur Oui. ce sujet, parce que effectivement, c'est du bon sens. Quand on se dit intelligence collective, il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule, mais pour arriver à passer à l'action, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Alors, moi, ce qui m'a. Alors, justement, comme je t'ai dit, j'ai commencé à lire ton livre que je recommande vraiment particulièrement. Et je trouve qu'il y a une notion qui se dégage qui est intéressante, et puis on a beaucoup échangé là-dessus. C'est la distinction fondamentale entre réfléchir et décider. Et souvent, ces deux processus sont confondus dans les organisations. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour expliquer cette différenciation et quels sont les enjeux sous-jacents par rapport à ces deux notions? Et les différences sont majeures et malheureusement, c'est une des raisons principales de l'échec de l'intelligence collective dans les organisations, c'est que l'intelligence collective est associée à la décision collective. Oui, Et une fois qu'on a dit ça, bah, tout d'un coup, pop-up, bah, l'entreprise démocratique. Donc l'intelligence collective, c'est la décision collective, donc c'est les collaborateurs qui prennent le pouvoir sur les managers, donc ça fait tomber la pyramide hiérarchique. Et puis après, ben, c'est l'anarchie. oui. Donc le chemin se fait très rapidement de je confonds réflexion et décision, et boum, on tombe sur l'anarchie, et évidemment, personne n'a envie d'anarchie. Sur un Et problème pour, simplement sémantique et de définition de ça, on a une des causes majeures du frein au développement. Et en plus de ça, quand certaines personnes ou certains experts disent décision collective, etc., et tu commences à leur dire, mais qu'est-ce que tu mets derrière la décision collective? En fait, c'est la réflexion collective. Donc, même eux utilisent le mot, mais décrivent derrière la réalité qui est complètement autre que la décision, qui est la réflexion. La décision, c'est un concept juridique. C'est purement juridique. c'est C'est important de le rappeler. qui est responsable. C'est la subsidiarité. Ce sont les délégations de pouvoir du haut vers le bas de la pyramide pour que les décisions se prennent au niveau le plus pertinent de l'organisation. Et 99% des décisions se font d'une manière solitaire. Parce que je suis seul responsable.
Et tu as quelques décisions quand il faut engager 5, 10, 15, 20 millions d'euros, où là, tu peux avoir des décisions collégiales. Mais les seules décisions collectives qu'il y a, c'est l'Assemblée générale des actionnaires. Et puis dans un pays, c'est le référendum. Et tout le reste, c'est de la décision collégiale ou de la décision individuelle. Donc, donc ce que n'est pas la réflexion collective, qui est la conception de la décision, dans laquelle eh bien, on va rassembler des intelligences, des savoirs, et puis on va distribuer la parole, on va s'assurer que tout le monde écoute tout le monde, et on va essayer de faire émerger un projet de décision. Et ensuite, finalement, quel décideur va décider seul s'il est seul responsable, mais éclairé par l'intelligence collective. Voilà Complètement. le distinguo fondamental. Alors, je fais juste un petit aparté parce que j'ai mentionné un de tes livres, donc le dernier, et qui s'appelle Décideur, êtes-vous bon ou chanceux? Devenez architecte des décisions complexes chez Axiopol. Donc, je le parle parce que souvent j'oublie de faire mentionner le titre, on m'a fait le retour. Donc là, du coup, comme ça, vous êtes au courant et je vous le conseille vivement, même si je n'ai pas encore terminé. Mais déjà, les premiers chapitres sont vraiment. Vous avez de matière à réfléchir en tout cas. Donc, je vous le recommande. Et puis, je te rejoins sur tout ce que tu dis, Olivier. Et la question, moi, que je me pose, c'est que quels sont les risques qu'il peut y avoir justement de faire cette confusion entre la réflexion et la décision? Les risques peut-être humains, techniques, même juridiques, comme tu disais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme risque associé à cette confusion? Le risque majeur, c'est la tour d'ivoire. C'est qu'une fois que tu ancres dans l'esprit des gens que l'intelligence collective, c'est la décision collective, et que toi, en tant que décideur, tu ne veux pas être dépossédé de ta responsabilité, de ton pouvoir de décider, eh bien, il te reste plus beaucoup d'alternatives, mis à part réfléchir tout seul dans ton bureau, imaginer une solution à un problème, débarquer dans une réunion, dire, mes chers collaborateurs, nous avons un grave problème, qu'en pensez-vous? Et puis ensuite, eh bien, pour ne pas que le collectif ait le sentiment d'avoir trouvé une solution ou qu'il puisse y avoir un consensus qui commence à émerger sur une solution qui n'est pas celle du chef, on va arriver dans ce qu'on connaît, ce qui s'appelle le faux participatif, où à la fin d'une réunion, tu te dis qu'en fait, le chef savait déjà ce qu'il allait faire, produit 500 post-it, il va décrocher le post-it dans lequel il a la décision qu'il a écrit lui-même sur ce post-it, et puis la pensée balistique. Et la pensée balistique, ce sont toutes les réunions dans lesquelles le chef tire systématiquement sur toutes les idées différentes de la solution qu'il va annoncer à la fin de la réunion. Mais une des autres causes de ce faux participatif, c'est pas simplement la peur d'une décision collective ou que finalement le collectif finisse par se liguer contre le chef et lui imposer une décision. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave et qui est un autre frein majeur à l'émergence ou à l'utilisation de l'intelligence collective, qui au passage, on l'a pas défini, hein, mais qui est une boîte à outils, en fait. L'intelligence collective, c'est une boîte à outils. Enfin, chacun a sa définition. Hein. Si on dit ça, Mhm. Pierre-Olivier n'est pas de content. Mais l'intelligence collective, pour moi, c'est une boîte à outils dont la finalité principale est de faire que tout le monde puisse exprimer, que tout le monde écoute réellement tout le monde et qu'on fasse par co-construction émerger une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Parce que l'intelligence collective, c'est la co-construction. Donc, si tu sors une solution et tu es dans la tête de quelqu'un, tu n'as pas co-construit. Voilà. Donc, pour revenir sur ce que je disais avant de faire cette petite digression sur l'intelligence collective, aujourd'hui, la façon dont les managers sont désignés est très simple. Tu es compétent, tu rentres dans l'entreprise, tu es jeune, tu es compétent, quelques années passent, et puis à un moment donné, tu deviens expert. Qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est quelqu'un qui a toujours raison. Si tu n'as pas toujours raison, tu es compétent. Tu as raison des fois, et des fois tu as tort. Et quand tu commences à avoir toujours raison, on dit, bah, tiens, lui, c'est un expert. Et à ce moment-là, bah, quelqu'un vient te voir avec un grand sourire en te disant, nous te reconnaissons comme expert, et pour te récompenser, nous allons te nommer manager.
Et comme on ne veut pas gâcher ton expertise, tu vas continuer à être un expert et en même temps, tu seras un manager. Et le problème, c'est que dans une réunion, eh bien, si tes collaborateurs, si toi tu dis ce que tu penses et que tes collaborateurs commencent à avoir des idées qui sont meilleures que les tiennes, c'est pas bon ça. Enfin, donc, on arrive au concept de manager en posture d'expert. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qui sont des pros de la technique, qui adorent creuser les sujets, tout d'un coup de basculer du côté, j'allais dire obscur de la force pour faire une blague, mais du management. Et le management, ça se résume à trois mots, de l'humain, de l'humain et de l'humain. Euh, Gérer les conflits, motiver, créer de la dynamique d'équipe, créer de la cohésion, etc. Fixer les objectifs, évaluer les résultats, euh, euh, gérer la formation, coacher. Et ça, un expert, c'est pas forcément sa zone de confort. Donc, malheureusement, quand un manager réfléchit tout seul dans son bureau, il est souvent manager en posture d'expert, dans le sens où il va débarquer dans la réunion. Et au-delà de la pensée balistique et du fait d'avoir déjà pensé une solution avant le début de la réunion, il va faire en sorte que tout le monde comprenne bien pendant toute la réunion que c'est lui qui amène les meilleures idées et les meilleures solutions. Sinon, il risque de perdre son statut d'expert qui lui a permis de devenir manager et donc il risque de tout perdre. J'aimerais justement rebondir sur ce que tu dis et puis te partager. On l'a jamais évoqué ensemble, mais ça me vient. Et par le passé, j'ai travaillé avec une structure où on a fait un test avec la DRH où on a mis au pôle de manager deux personnes. Un justement référent expert et un qui était beaucoup plus à l'aise dans la relation et la relation humaine. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait super bien parce que les équipes s'identifiaient avec des accointances, soit vers l'expert, soit vers celui qui est plus à l'aise dans la relation à l'homme et aux femmes. Est-ce que ça peut être le management par binôme, ça peut être un modèle d'avenir et ou pas? Qu'est-ce que tu en penses de cette approche justement pour répondre à cette problématique? J'aime bien ce concept de binôme. D'autres organisations et surtout des grandes organisations ont créé ce qu'ils appellent les filières experts, dans lesquelles tu sors d'école, tu rentres dans l'organisation et toute ta carrière, tu n'es qu'expert et tu ne manages personne. Donc, comme ça, tu ne vas faire souffrir personne. Et tu montes comme ça en grade, on va dire comme expert junior, expert intermédiaire, expert senior, et tu Mhm, peux arriver à avoir ton salaire qui augmente. Évidemment, tu vas gérer des problèmes de plus en plus complexes, mhm. mais sans jamais manager personne. Comme ça, on ne te fait pas de mal et toi, tu ne fais pas de mal non plus à des gens que tu n'as pas envie de manager. Oui, Donc ça, malheureusement, ça suppose de grandes organisations dans lesquelles il y a une dimension technique très forte et c'est pas toujours jouable sur tu vois, des PME ou des organisations où il y a une ligne hiérarchique qui est un peu réduite. Et écoute, j'adore ton concept de binôme. Je veux que je le découvre en même temps, là, à l'instant. Mais c'est peut-être une piste, effectivement, d'avoir quelqu'un qui, voilà. Alors, en même temps, après, parce que ça démultiplie un peu les effectifs, tu vois. C'est vrai. Donc, en tous les cas, c'est une piste très intéressante et qui me paraît plus déployable à grande échelle dans plein d'organisations que la filière expert. Parce que ce que j'ai mentionné, évidemment, a été conscientisé, il y a pas mal de gens qui réfléchissent sur le sujet, mais malheureusement, on continue à nommer, alors, pas tout le monde, hein. Il y a une boîte, par exemple, Michelin, où je leur avais mentionné ça, ils m'ont dit, nous, on fait très attention à ça et on nomme des gens qui ne sont pas experts. Alors, ça peut être aussi une autre piste, une troisième voie de se dire, oui. on formalise comme une culture d'entreprise le fait de ne pas prendre des gens experts. De toute façon, pour manager, on n'a pas besoin d'être expert, on a besoin d'être compétent. On a quand même besoin d'un minimum de compétences techniques. Pourquoi? On va quand même être capable de fixer des objectifs, Et oui. comprendre les objectifs qu'on fixe
quand même contrôler un petit peu les résultats obtenus et de comprendre en fait les problèmes qui sont amenés. Mais le manager n'a pas besoin de savoir-faire, ce que font ses collaborateurs, alors qu'un expert, lui, il sait faire. Mm. Complètement. Alors, dans cette évolution de maturité des organisations, comment on fait pour passer justement d'une intelligence collective naturelle à une forme d'intelligence collective, on va dire, bonifiée ou augmentée? Parce que c'est peut-être pas forcément naturel dans les schémas qu'on a eu dans nos entreprises. Comment tu fais, toi, pour faire cette bascule justement de maturité? Hein. En fait, il y a deux écoles qui s'affrontent violemment sur le sujet. Il y a un peu l'école des coachs qui disent l'intelligence collective, c'est du savoir-être, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, voilà. Et puis, il faut coacher les gens, les amener à conscientiser des comportements de communication non violente, d'empathie, de bienveillance, d'écoute, comme je disais. Euh, et moi, tout ce que je fais de toute façon n'est que du test and learn, hein, comme on dit en français. Mhm. Donc, j'essaye, ça marche, ben, je continue, ça échoue, ben, je learn. Et je learn en modifiant, en ajustant. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. Dire aux gens, écoutez vos collaborateurs, même le mot écoutez. Tu vois, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps dans une entreprise. J'ai demandé à 100 managers, est-ce que vous écoutez vos collaborateurs? Et puis vos chefs et tout le monde. Et 100% des gens m'ont dit, oh, ouais, on écoute. Ouais. Je dis, bon, deuxième question. Est-ce que vous connaissez, parmi les 100 que j'ai interrogés, des gens qui n'écoutent pas? Ben oui. Ah oui, bien, mais mon chef, tiens, mon chef n'écoute pas. Et puis lui. Ah, puis, j'ai pas osé faire le sondage sur la bienveillance. Hein. Vous êtes bienveillant ou malveillant? Vous êtes un prétentieux. Donc, comment tu peux progresser, sachant que l'intelligence collective, c'est de s'écouter en bienveillance, en empathie, voilà. Oui, des gens, tout le monde écoute, mais tout le monde connaît des gens qui n'écoutent pas. Donc, on ne peut pas progresser comme ça. Et c'est pour ça que très rapidement, dans ma jeune carrière hein, Mhm. d'expert de l'intelligence collective, je me suis dit qu'il fallait passer par des savoir-faire très structurants, des processus qui posent des règles du jeu. Oui. Rien de nouveau par rapport au lean management, à la productivité, Scrum, machin. Mhm. Alors, quand il s'agit de faire de l'excellence opérationnelle et de faire courir les gens le plus vite possible, il y a des règles dans tous les sens, et tout le monde est d'accord avec ça. Quand il s'agit de poser des règles, de la structuration du processus sur de l'intelligence collective, c'est-à-dire sur de la prise de décision, ah bah non, parce qu'on a le manager en posture d'expert, parce que ça va faire de l'entreprise démocratique, parce que le ping-pong verbal, se couper la parole, monopoliser la parole, se battre pour prendre la parole, se battre pour garder la parole, c'est quand même plus cool. Voilà. Donc malheureusement, non, oui, c'est plus cool, c'est plus naturel, parce que justement, ce n'est pas une méthode. Mhm. Le ping-pong verbal n'est pas une méthode de management. Et pourtant, tout le monde fonctionne comme ça. Donc, il faut malheureusement passer par des savoir-faire. Je vais en donner un qui est très innovant, qui s'appelle, alors, très innovant parce qu'il date quand même d'il y a 200 000 ans. Mhm. Je vois que là, tu te dis, il a intérêt à tenir, J'aime ça, parce que moi. là, J'adore l'anthropologie, alors là, ça le c'est bien. mec est en train de nous parler de 200 000 ans, que c'est innovant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ben, ça s'appelle le tour de table à l'oral. Bon, à l'époque, c'était le tour autour du feu, avec le conseil des sages, mais c'est le tour de table qui est un des outils les plus puissants, quasiment le cœur du réacteur de l'intelligence collective, parce que le tour de table est la seule méthode au niveau mondial et depuis les débuts de l'humanité qui permet de distribuer la parole. Alors ça, le mur de post-it le permet aussi, mais surtout que tout le monde écoute réellement. Et le mot réellement est fondamental. Réellement. Parce que dans les réunions, quand tu fais le ping-pong verbal, tu n'es pas pour comprendre, du coup, pour répondre et expliquer à l'autre qui n'a rien compris, avec trois arguments qui vont bien l'humilier, bien le vexer et le mettre en insécurité psychologique. Malheureusement,
le livre que tu es en train de lire. Donc, on va le rappeler pour le cas où certains l'auraient déjà oublié. Décideur, êtes-vous bon ou chanceux? Je décris 15 outils et 17 compétences, dont certaines sont des savoir-être, mais les savoir-être sont obtenus par des savoir-faire. Parce que, comme je le disais, j'ai fait un sondage, tout le monde écoute. Mais tout le monde connaît des gens qui n'écoutent pas. Donc, s'il n'y a pas un tour de table, ben, on ne va pas arriver à faire que les gens s'écoutent. Est-ce que c'est à l'oral ou à l'écrit ce tour de table? Alors, au tout début de ma carrière, évidemment, bah, c'était à l'oral. Et puis, problème du tour de table. Alors, une des raisons pour lesquelles ce n'est pas populaire dans les organisations, euh, c'est parce que c'est très long, c'est frustrant. Évidemment, si on fait qu'un seul tour de table, ça sert à rien. Donc, il faut faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tours de table pour commencer à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire construire, c'est-à-dire trouver une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Donc, ça nécessite quelques tours de table. Moi, je dis souvent que le tour de table, c'est comme une imprimante 3D. Une imprimante 3D, on la voit tourner comme ça, et puis petit à petit, il y a un objet qui commence à se matérialiser. Et donc, il faut beaucoup de tours de table pour prototyper une décision. Et aujourd'hui, j'ai développé une technique qui s'appelle le sprint digital, qui est un tour de table à l'oral, enfin, à l'écrit, pardon, tour de table à l'écrit, dans lequel on prend un simple forum de discussion. Ceux qui ont le Teams, vous créez un canal, vous créez une conversation là-dedans, c'est aussi n'importe quel forum de discussion. Et on va, au lieu que les choses se fassent à l'oral, ou au lieu que les gens écrivent des post-it, en fait, ils vont écrire des contributions dans un forum de discussion. Le problème des post-it, c'est que les gens écrivent les post-it dans leur coin, et puis ça n'écoute personne, en fait. Chacun écrit, c'est 1, 2, 3, 4, 5 post-it. Après, on balance ça sur un mur, on fait une lecture en rafale, et on dit, qu'en pensez-vous? Et là, on déclenche le ping-pong verbal. Donc, le sprint digital, qui est un tour de table, sprint parce que ça va vite, digital parce que c'est à l'écrit, ça consiste simplement à donner des consignes, comme dans un jeu, en disant, bah, écoutez, voilà, quelle est votre analyse de la situation? Allez dans ce forum, répondez à ma question, comment vous voyez la situation ou quelles sont vos propositions de solutions? Les gens vont balancer leurs idées, mais ils peuvent en balancer qu'une seule. Et la deuxième idée, ils n'ont pas le droit de l'écrire s'ils n'ont pas écouté, lu tout ce qui a été publié par les autres participants. Comment faire un tour de table à l'écrit dans un forum digital quand il n'y a pas de table? Ben, ton tour de parler, c'est quand tu as écouté les autres. Si simple que ça. Voilà. Et ça transforme un tour de table de 40 à 60 minutes à l'oral, fastidieux, lent, pénible, en 5-15 minutes. Ah oui. Et comment ces techniques elles permettent de réellement augmenter les capacités cognitives d'un groupe? Parce que c'est un vrai travail de transformation finalement, même de changement de mindset quelque part. Tu vois, quand tu dis augmenter les capacités cognitives, on parle de cognition, donc on parle de connaissance. Mhm, Et ben, le fait de... Il y avait une citation, je ne sais plus qui c'est que quand tu écoutais, tu ajoutais à ton cerveau celui de la personne en face de toi. Tu vois? mhm. Donc là, quand tu es en collectif, tu ajoutes à ton cerveau le cerveau des 9 personnes qui sont autour de toi, qui ont une cognition, qui ont des connaissances, des expériences, des savoirs. Et donc, quand tu écoutes réellement, c'est ça que le mot réellement, ou on devrait dire même profondément, va t'amener, puisque ce n'est pas ton tour de parler. Quand tu es dans un tour de table à l'écrit, bah, tu es obligé de lire ce que les autres ont écrit et donc d'augmenter tes connaissances avant de pouvoir écrire ta deuxième idée, puis ta troisième idée, puis ta quatrième idée. Et justement, comme tu écoutes réellement, non seulement tu acquiers des nouvelles expériences, connaissances, mais en plus de ça, tu es inspiré. Ah ben tiens, il a dit ça me donne telle idée, donc tu la publies. Mais ton idée va peut-être donner une autre idée à quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais dans l'intelligence collective, on sait, il y en a qui sont nuls, de toute façon, dès qu'ils parlent, ils nous font perdre du temps, et ils sont pas synthétiques, ils ont que des idées débiles, etc. Et ça, c'est un autre des freins, hein, à l'intelligence collective. Pourquoi mobiliser l'intelligence des gens qui n'ont pas d'intelligence, en fait, hein?
Alors, tout ça est évidemment extrêmement prétentieux. Et voilà, je n'utiliserai pas d'autres qualificatifs, mais dans les organisations, on n'est pas dans un quotient intellectuel, on est dans une intelligence de la situation, on est dans une intelligence du terrain, on est dans de l'expérience, et tout le monde a une intelligence dans l'organisation. Donc, pour revenir, parce que c'était une petite digression, il y a des gens qui me disent, ouais, mais enfin, il y a quand même des gens qui ont des mauvaises idées. Et je leur réponds, ce que j'ai vécu personnellement, c'est que sincèrement et authentiquement, je le dis, je lève la main droite et je le jure, tous les gens qui nous écoutent, c'est que les meilleures idées que j'ai eues, c'est quand j'ai entendu les pires idées que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Et quand Eh j'entends oui. quelqu'un qui dit quelque chose dont je me dis, mais je le dis intérieurement, mais c'est débile. Mais dans la seconde qui suit, jaillit la lumière de quelque chose. Donc, je dis une fois qu'il faudrait plus récompenser ceux qui ont des mauvaises idées que ceux qui en ont des bonnes. Alors, est-ce que ça fait partie aussi de plus en plus, on parle euh, des personnalités dites de neuroatypiques ou des gens qui pensent hors du cadre, qui parfois, en fait, on n'a pas trop envie de les écouter parce que il n'y a peut-être pas une cohérence par rapport à un système de pensée. Est-ce que ça, c'est aussi une perspective qui peut être intéressante dans cette logique d'intelligence collective, de mieux accepter les personnes qui pensent hors de la boîte, justement? Donc, de toute façon, hein, quelque part, le cœur du réacteur, c'est l'écoute. Et donc, il y a deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord, on a besoin d'une diversité de personnes. Évidemment, ça dépend des sujets, hein. On n'a pas évoqué la chose, mais l'intelligence collective n'est pas un outil de l'excellence opérationnelle pour se courir le plus vite possible. On fait des objectifs SMART, on négocie les objectifs, on n'est pas dans ce champ-là. Il ne faut pas confondre l'intelligence collective avec l'intelligence collaborative. La Oui, collaboration, ça vient de labeur. Et collaborer, ça veut dire travailler ensemble. Et quand on fait intelligence collaborative, ça veut dire travailler en bonne intelligence. Ça veut dire partager des idées, partager des savoirs, mais ça ne veut pas dire co-construire. Et dans l'excellence opérationnelle, pour courir le plus vite possible, on a besoin que les gens partagent des savoirs, partagent des idées. Et on n'a pas besoin qu'ils co-construisent. L'intelligence collective, c'est l'outil de la gestion des décisions complexes, des situations où il y a du brouillard, des situations où c'est pas l'idée de courir vite, c'est de savoir mais dans quelle direction on court. Est-ce qu'on va au nord ou est-ce qu'on va au sud? Et là, à ce moment-là, c'est là où on a besoin d'avoir autour de la table non pas son équipe, parce que son équipe elle est là pour mettre en œuvre des choses et pour aller le plus vite possible dans une certaine direction, mais plutôt de définir dans quelle direction on court. Et on parle là d'enjeux collectifs, de développement de performance, de stratégie, d'efficacité collective. Et à ce moment-là, on a besoin de mettre autour de la table une diversité de profils, une diversité d'intelligence, des gens qui représentent différentes dimensions dans l'organisation, le marketing, RH, finance, juridique, etc. Et donc, tu croyais que j'avais oublié ta question, mais je ne l'ai pas oublié. Donc, sur les... Tu vois, je te fais un procès d'intention. Mais les neuroatypiques, les gens qui pensent un petit peu différemment, euh, bon, ces gens-là, évidemment, euh, on se fiche un peu qu'ils soient neuroatypiques. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui vont euh, bousculer les lignes, remettre en cause les choses, voir les choses différemment. Des fois, ils vont mieux identifier les causes racines que d'autres, parce que justement, ils ont une pensée un peu arborescente, ils voient les choses différemment, ils pensent différemment. Et toute la difficulté, c'est qu'on les écoute. Or, justement, le cœur du réacteur de l'intelligence collective, c'est que tout le monde écoute tout le monde et que la parole soit distribuée. Donc, tous ces neuroatypiques, tous ces gens qui pensent un peu différemment, mais je dirais, mais on s'en fout complètement qu'ils soient neuroatypiques, mais euh, ils vont pas être écoutés parce qu'ils sont neuroatypiques, ça je voulais dire. Donc, ils vont être écoutés, mais comme tout le monde. Et celui qui n'est pas neuroatypique, celui qui n'est pas typique, celui qui est plutôt convergent dans la norme, ont autant besoin d'être écouté que ceux qui divergent.
Si on n'avait que des atypiques sur Terre, on serait tous morts. Mm. Et si on ne fait que de la convergence, ben on finit comme les dinosaures. Mm. Chacun a son Alors, rôle. alors justement, parce que c'était quand même tu touches du doigt en fait des notions super importantes et qui touchent au cœur du système. Alors, tu formes les dirigeants et les managers justement à devenir eux-mêmes architectes de leur processus de décision complexe. Est-ce que tu constates des compétences à renforcer ou qui leur manquent aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces notions, et notamment dans un contexte de monde hybride et incertain? Euh, oui, et la réponse est assez dramatique. Donc, j'inviterai tous ceux qui nous écoutent à attacher leur ceinture, relever la tablette, redresser votre siège, parce que ça va secouer. Ça va secouer. Donc déjà, en fait, il n'y a pas, on n'est pas un seul décideur. On est trois décideurs qui réfèrent à trois processus décisionnels, à trois boîtes à outils. On est le décideur du simple. Quand on démarre sa carrière, on est manager de proximité. Et puis, on a la boîte à outils de l'objectif SMART, toute la boîte à outils du management individuel, collectif, évaluer les résultats, etc. Toutes les décisions faciles à prendre. On a facilement la solution. On n'a même pas besoin d'expertise, juste besoin d'être compétent. Ensuite, on a un autre décideur à qui on a demandé de mettre en œuvre la nouvelle stratégie, la nouvelle orga, etc. Et lui, il doit prendre une décision, mais il doit susciter l'adhésion du collectif. Sinon, il va se prendre de la résistance au changement. Les gens, voilà, une décision géniale, mais les gens n'appliquent pas, ça marche pas. Donc, on a besoin d'un décideur qui a, on va dire, la boîte à outils de ce qu'on appelle la conduite du changement. Faut négocier, faut faire des compromis, faut discuter, faut collaborer, faut mobiliser l'intelligence collaborative. Quels sont, et là, c'est tout le management participatif, comment on va mettre en œuvre la stratégie, etc. Tous ces Word Café, Open Forum, murs de post-it, ce sont tous des outils, en fait, pour susciter l'adhésion du collectif dans la mise en œuvre d'une décision. Et puis, on a le troisième décideur, qui est celui qui a besoin de l'intelligence collective, qui est ce décideur qui ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Est-ce qu'il faut faire la stratégie A ou B? Est-ce qu'il faut se organiser A ou B? Est-ce qu'il faut choisir l'innovation A ou l'innovation B? Une innovation peut me booster, une autre peut me couler. Laquelle choisir? Et aujourd'hui, parce que l'intelligence collective est égale à la décision collective est égale à l'entreprise démocratique, aujourd'hui, parce que les managers sont en posture d'expert au lieu d'être en posture de manager, ce qui serait un peu plus logique, Mhm. eh bien, on a des décideurs qui utilisent la boîte à outils du management participatif, ou pire, du manager de proximité qui doit faire courir son équipe le plus vite possible. Ils utilisent cette boîte à outils-là et ils l'appliquent sur des contextes, ce qu'on appelle des enjeux collectifs, dans lesquels tout le monde sait quelque chose, mais personne ne sait avec certitude. Tu vois, tu Mhm. vas à n'importe quelle cafétéria le midi, tu dis bon, tu penses que la stratégie d'organisation est bonne? Ah ben non, c'est nul. Elle est nulle, nos dirigeants sont nuls, c'est pas dans cette direction, c'est pas la bonne stratégie. Et qu'est-ce que tu penses de l'organisation? On est organisé n'importe comment. C'est pas comme ça qu'on doit être organisé. Mais toi, moi, je pense qu'il faut faire ça. Ok, ok. Mais tu es prêt à parier ton salaire sur ce que tu viens de dire? Tu es prêt à parier ton salaire que c'est ça la bonne stratégie? Tu es prêt à parier ton salaire que c'est ça la bonne organisation? Ah ben non. Ah, ah. Donc tu sais, mais tu sais pas avec certitude. Mhm. Ben, finalement, tu es comme les dirigeants. Sauf que les dirigeants, tout le monde sait. Tout le monde sait quelque chose sur comment il faut s'organiser, quelle innovation il faut choisir, comment développer la performance, comment doubler le chiffre d'affaires. Tout le monde sait, mais personne ne sait avec certitude. On est dans la complexité, on est dans le brouillard. Malheureusement, on chasse ce brouillard avec le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté. Eh oui. Donc, avec ce qui finit par devenir la tour d'ivoire. Du fait de, comme je disais, l'entreprise démocratique, on n'en veut pas parce que c'est l'anarchie. Le manager en posture d'expert qui doit démontrer qu'il a toujours raison,
sinon il est plus expert, donc il est plus manager. Et quelque part, la boîte à outils de l'architecture, c'est pour ça que j'appelle ça l'architecture des décisions complexes. C'est pas l'architecture des décisions simples ou des Oui, décisions compliquées, c'est l'architecture des décisions complexes parce que on a besoin de gérer les risques décisionnels, c'est-à-dire gérer, réduire au minimum le risque de courir dans la mauvaise direction. Et la mauvaise nouvelle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aux gens, mais pourquoi ils disaient d'attacher sa ceinture, de relever son siège, etc., que ça allait secouer? Eh bien, ça secoue parce que pour décider dans la complexité sur des enjeux collectifs, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on fait dans les autres champs de la décision. Tout l'inverse. Tout ce qu'on utilise comme outil pour courir le plus vite possible, pour susciter l'adhésion du collectif dans la mise en œuvre d'une décision, tout ce qu'on fait, eh bien, il faut faire tout l'inverse. Donc, c'est ça la difficulté. eh oui. C'est la troisième difficulté de l'intelligence collective. C'est l'anarchie, c'est l'entreprise démocratique. C'est bah, mon statut d'expert, je vais le perdre. Et puis ensuite de ça, ah bah mince, il faut que je fasse tout l'inverse de ce que je fais depuis le début de ma carrière. Faut déconstruire des schémas. Voilà. Et c'est pas évident. Voilà. Alors, je vais donner un exemple parce que Oui. euh, ça va permettre d'être un peu illustratif. On ne va pas rentrer dans les 15 outils, on n'a pas le temps. Alors, déjà, les gens sont déjà en train de s'endormir. En plus, ils n'ont pas d'airbag sur leur truc, donc s'ils tombent, après, on aura ça sur la On aura un conscience. risque juridique après. Mais oui, on va dire, écoutez, votre truc était soporifique, on n'a rien compris. Par exemple, aujourd'hui, le chef parle en premier dans les réunions de résolution de problèmes, ou alors il va parler pendant la réunion. Donc, il arrive dans la réunion, mes chers collaborateurs, nous avons un problème. Je pense que cette solution serait absolument géniale. Qu'en pensez-vous? C'est bien la semaine prochaine hein, que je fais votre évaluation. Hein. Ouais. Toi, ta prime, on en discute tout à l'heure. Hein. Ouais. Non, mais allez-y, exprimez-vous librement. Hein. Surtout, pensez-vous de ma solution absolument géniale? Si tu es un petit peu plus expérimenté, tu vas pas faire ça, mais tu vas quand même arriver dans ta posture de manager, en posture d'expert avec ton idée. Puis là, il y a des collaborateurs, puis le petit stagiaire qui vient d'arriver, qui ont commencé à sortir des solutions qui sont tout l'inverse de la solution que tu t'apprêtes à annoncer à la fin de la réunion. Et là, tu vas faire de la pensée balistique et tu vas tirer, tels les ordres de Staline, et tu vas détruire toutes les idées de tes collaborateurs. Tu vas éventuellement accepter des petits ajustements à gauche ou à droite, des petits amendements, mais à la fin, il faut bien qu'on comprenne que la solution, c'est toi qui l'as amenée à prime ou voilà. Mais globalement, il faut bien qu'on comprenne que c'est toi qui as amené la bonne idée. La règle de base, et c'est pas très grave dans le simple, dans l'excellence opérationnelle, dans Mm. tu vois, tu dis on va au sud en avion, machin, c'est pas très grave ça, de parler en premier quand tu es dans l'excellence opérationnelle. Mais là, la règle de base du décideur du complexe, c'est de parler en dernier. Sauf que quand j'ai dit ça, j'ai dit bon bah pourquoi finalement, tu vois, il y a le biais d'autorité, si tu parles en premier, bah, les gens vont failloter, puisque le chef a dit ça, bah, il doit avoir raison et nous on a tort. Euh, Mm. donc un peu de bon sens, un peu de connaissance des biais cognitifs, tu vois bien que tu dis que pensez-vous de ma décision géniale? Et tout le monde se met à failloter en disant au chef que tu es bon, je suis tellement ému par la puissance de ton idée. Ouais, excuse-moi, parce que c'est bon pour ma prime. Je vais avoir ma prime, hein, c'est bon, ouais. Voilà. Donc on comprend, hein, quand on a un peu d'expérience, que quand on Mm. parle en premier, on déclenche le faillotage. Mais pourtant, c'est une des compétences les plus dures à mettre en place de l'intelligence collective parce que si tu ne parles pas en premier ou si tu ne détruis pas les idées de tes collaborateurs pendant la réunion, donc si tu parles en dernier, comment feras-tu pour démontrer aux participants de la réunion que tu amènes les meilleures idées, les meilleures solutions si tu parles en dernier? Tu es juste en train d'ouvrir la porte pour perdre ton statut d'expert qui t'a permis de devenir manager. Et donc, il va y avoir une énorme résistance sur le fait de parler en dernier. Et pourtant, parler en dernier, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est l'inverse de ce que tout le monde fait. Parce qu'on pense être un décideur,
alors qu'en fait, on est un décideur du simple, on est un décideur de l'implémentation du management participatif, et on est un décideur du complexe qui, là, va devenir un architecte des décisions complexes, parce que dans la prise de décision, quand on construit une maison, on fait des fondations, on fait les murs, après on pose le toit. Il y a un ordre particulier dans l'usage des outils. Il y a 15 outils, mais dans un ordre particulier. Et ce que j'observe également, c'est que ceux qui font de manière un peu instinctive du management de l'intelligence collective, comme ils n'ont pas de structure, comme ils ne comprennent pas l'architecture, ils ont tendance à poser le toit directement sur le sol, ou à faire des briques sans mettre de mortier, ou à ne pas faire de fondation et à poser le mur sur le sol. Alors justement, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que on a besoin de cette méthodologie, de cette structure. Est-ce que tu as des retours d'expérience justement d'entreprises qui sont passées avec toi où tu les as aidés à structurer ce processus euh, à la fois de réflexion et de décision? Qu'est-ce qu'ils ont pu constater justement comme effet? Alors visible ou non visible? Est-ce que tu as des feedbacks toi par rapport à ça? Le seul feedback qui m'intéresse, c'est qu'on me demande de revenir. Ça veut dire que j'ai créé de la valeur. Tu Oui. vois, cette réponse est très difficile à répondre dans certains de mes livres. Mhm. euh, j'ai des études de cas, tu vois. Tu vas sur mon profil LinkedIn, tu vas voir quelques témoignages de clients qui disent machin. Tu vas sur les brochures qui sont en ligne, hein, je, je, je fais témoigner évidemment des clients qui disent on a eu tel bénéfice, etc. Mais globalement, euh, alors d'ailleurs, c'est plus facile pour moi de te montrer ce qui se passe quand tu ne fais pas ce que je propose. Oui. Mais quand tu le fais, ce que tu fais, c'est très simple. C'est que tu co-construis un projet de décision avec ceux qui vont exécuter la future décision, ceux qui seront impactés par la future décision, non pas avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté, mais tu co-construis une décision sur un sujet complexe. Je rappelle que moi, je ne traite que les sujets complexes, c'est-à-dire tous les sujets qu'on discute à la cafétéria où tout le monde a une idée, mais personne ne va jouer son salaire. Mm. Moi, je ne travaille que sur ça. Euh, et sur ces sujets-là, c'est avec ceux qui vont mettre en œuvre la future décision qu'il faut co-construire la décision. Et comme un enjeu collectif est un enjeu qui mobilise différents départements dans l'organisation, ces gens ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils ont des contraintes différentes, ils ne se comprennent pas, ils sont dans des mondes parallèles alors qu'ils sont dans la même organisation. Et donc, on a besoin d'un dispositif d'animation de réunion qui fait que, comme je le disais, la parole est distribuée, tout le monde écoute tout le monde, mais on doit trouver un point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. Et là, la co-construction, moi je la définis aujourd'hui comme de l'hybridation. C'est-à-dire que l'ADN de la décision va avoir un bout de l'ADN de chacune des parties prenantes autour de la table. Et ces parties prenantes, c'est pas n'importe qui. Ce sont ceux qui vont mettre en œuvre la décision. On parle des fonctions opérationnelles. Ceux qui vont être impactés, fonctions support, RH, finance, juridique. Et là, comme ça, tu évites la tour d'ivoire. Mm. C'est-à-dire la décision hors sol, pondue par des gens, managers en posture d'expert, qui sont loin du terrain, en tous les cas qui voient le terrain, mais qui ne vivent pas le terrain, qui ont été sur le terrain il y a longtemps, mais qui n'y sont plus maintenant. Et de toute façon, même s'ils vont serrer les mains de tout le monde chaque jour, quand tu vois ton chef débarquer sur le terrain, tu sais qu'il vient contrôler, voir que tout va bien, et tu vas pas lui étaler tous tes problèmes. Donc, par définition, quelqu'un qui est dans la pyramide est déconnecté du terrain, même s'il fait du relationnel et même s'il vient s'enquérir de ce qui se passe. Donc, le cœur du réacteur, c'est ça, euh, trouver une solution qui est au point d'équilibre de toutes les contraintes de toutes les parties prenantes. Cette solution est donc forcément n'était dans la tête de personne au début de la réunion.
Une solution hybridée est une solution qui ne satisfait personne parce que tout le monde voulait imposer sa solution, mais ça ne mécontente personne parce que chacun voit que sa contrainte a été prise en compte dans le truc. Donc, c'est quoi un retour d'expérience de ça s'est bien passé? Eh bien, c'est une réunion dans laquelle les gens sortent et tu n'as personne n'est super content et personne n'est super mécontent. Mm. Alors peut-être que ça veut dire que ta décision est sage, parce que la sagesse, c'est pas blanc ou c'est pas noir, c'est gris. Et ça te rapproche peut-être d'une mise en œuvre réaliste peut-être de la solution, puisqu'elle prend en compte toutes les parties prenantes. Donc, Voilà. Et c'est ce que j'appelle le passage de la conduite du changement à la co-construction du changement. Quelle est la raison d'être de la conduite du changement? Pourquoi, avant même de savoir quelle est la décision qu'on va prendre, avant même ça, on se dit qu'on va devoir faire la conduite du changement? Ça n'interroge personne. Moi, ça m'inquiète, hein. mm, Si tu sais déjà que tu vas devoir faire la conduite du changement avant même de savoir ce que tu vas décider, peut-être qu'au fond de toi, inconsciemment, tu sens que tu es hors sol, que tu es dans une tour d'ivoire, que tu n'as pas une pleine conscience des réalités du terrain et qu'il va falloir des gens derrière pour faire du mur de post-it. Sauf que tu peux faire 500 post-it, hein. Les gens qui sont en face dans le management participatif, voire café open forum, ils disent, bon, ok, comment on va au sud, en train, en avion, en pédalo? Et entre eux, ils se disent, en se regardant, ouais, mais en fait, c'est pas la bonne direction, hein. En fait, il faut aller dans l'autre direction. Alors, sauf que le problème, c'est que la conduite du changement n'est pas remettre en cause la décision, hein, c'est l'implémenter. Voilà. Donc, moi, en fait, ce que je suggère, c'est une révolution. C'est une révolution. oui, C'est de dire, on va arrêter de conduire le changement, on va co-construire le changement avec ceux qui doivent le mettre en œuvre. déjà, c'est la base. Oui, et là, boum, ah ouais, mais c'est la décision collective, c'est l'entreprise démocratique, c'est l'anarchie. Oui, mais alors je vais perdre mon statut d'expert qui m'a permis de devenir manager. euh, et voilà. Donc on est dans un choc paradigmatique. Mais la bonne nouvelle, cher Johan, la bonne nouvelle, c'est que quand je fais mes conférences, quand les gens lisent mes livres ou quand je fais mes formations, les gens, voilà, je leur décris ce que je suis en train de faire avec toi. C'est pas des gens de mauvaise volonté parce que tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Oui. C'est ce que j'appelle jouer au casino avec la chance. Décideur, êtes-vous bon ou chanceux? Quand tu ne co-construis pas le changement, tu joues avec la chance. Des fois, tu es chanceux. Et tu dis que tu es bon. Et des fois, tu es malchanceux. Alors, comment tu fais et comment ceux qui nous écoutent peuvent savoir s'ils jouent avec la chance ou pas? Très simple. Bonne question. On va faire un petit test. Alors, quand il s'avère que, on parle bien de décisions complexes, hein, je rappelle bien, on n'est pas, Mhm. je le redis encore une fois, parce que tout ça se mélange dans l'esprit, je suis qu'un seul décideur. Non, tu es trois décideurs. Et là, aujourd'hui, on ne parle que du décideur où personne n'est prêt à parier son salaire sur la Mm. décision à prendre. Donc, quand la décision s'avère être une réussite magnifique, là, je considère que je suis un bon décideur. Et quand la décision s'avère être un échec monumental, je découvre que je manage une équipe de bras cassés et que par ailleurs, mes parties prenantes n'ont pas été à la hauteur de mes espérances. Sachez que je suis profondément déçu. Voilà. Donc, quand ça marche, c'est grâce à moi. Et quand ça échoue, c'est la faute des autres. Est- J'invite ceux qui nous écoutent à me donner la date de la dernière fois où ils considèrent avoir échoué sur une décision complexe. S'ils sont capables de me donner cette date, donc de visualiser une date où ils se sont dit là j'ai été un mauvais décideur sur les enjeux collectifs, on est bon. Mais s'ils ne savent pas donner cette date, alors désolé, mais c'est comme les risques, être à risque d'être diabétique ou à risque d'être un manager en posture d'expert, eh bien malheureusement, vous êtes à risque de jouer avec la chance depuis le début de votre carrière.
Est-ce que ça renvoie pas aussi, ce que tu dis, à la notion de échec versus expérience? Je parle de la culture américaine, nord-américaine, par exemple, qui a un rapport complètement différent. En plus, tu es bien placé parce que tu connais très bien le Québec, notamment. Mais ce rapport à l'échec et plutôt à l'expérience et aux notions d'apprentissage des expériences par rapport à des dirigeants, est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là aussi qui rentre en jeu euh, dans ce qu'on vient de se dire? C'est-à-dire par rapport au fait C'est-à-dire, de jouer est-ce avec que la le fait chance. que d'avoir la peur de Parfois, l'échec, oui, ça peut aussi freiner de l'envie d'aller vers cette intelligence collective, tu vois ce que je veux dire? ouais, Peut-être ouais. qu'aux États-Unis, c'est peut-être différent parce qu'il y a peut-être moins cette peur de l'échec ou plus cette culture de l'expérience dans des choses difficiles. Tu vois, Mm. est-ce que Ouais. ça, Alors, est-ce que ça joue? la peur de l'échec, elle va activer d'autres choses. D'accord. La peur de l'échec, elle va activer la non-décision ou la décision tardive. Elle va activer la multiplication des réunions. Ok. Parce que quand tu ne sais pas faire la différence entre le simple ou le compliqué, c'est-à-dire des choses où avec du temps et de l'expertise, tu trouves une solution qui est sûre à 100%, quand tu ne comprends pas que sur les enjeux collectifs, sur la stratégie, sur le développement de performance, tu es dans la complexité, que la complexité, par sa nature même, par son essence, c'est l'imprévisibilité et l'incertitude. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne fais pas la différence entre compliqué et complexe, euh, tu es en très grand danger. Mhm. Et ça encore, on ne l'a pas défini, je vais le définir de manière très très simple. Euh, un objet complexe a une obsolescence décisionnelle. Johan, peux-tu me donner le nom d'une organisation qui ne s'est jamais réorganisée, qui n'a jamais changé de stratégie, qui n'a jamais cherché à développer sa performance, à produire mieux, à produire plus vite, vendre plus? Johan, tu ne sais pas répondre à cette question C'est clair. parce que cette organisation n'existe pas. Parce qu'en fait, quand on parle d'enjeux collectifs, de développement de performance, de stratégie, de réorganisation, d'efficacité collective, on est sur un sujet complexe qui a une obsolescence décisionnelle programmée. Ça devient obsolète tôt ou tard. Mm. Et tu ne peux jamais prendre une décision dans la certitude. Personne, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, personne ne va jouer son salaire. Même pas le PDG qui se pense le meilleur génie du monde, il va pas jouer son salaire ou sa fortune sur sa décision. Donc, euh, de ce fait, ne comprenant pas que ce n'est pas plus de temps et plus d'expertise qui va me permettre de gérer les risques décisionnels, eh ben, je prends plus de temps en espérant le moment où quelqu'un va me dire ça y est, je suis sûr à 100% que c'est ça la bonne stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend d'être au pied du mur. Et donc, on retarde le moment où on décide. On multiplie les réunions. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer les risques décisionnels? Eh bien, on va essayer d'obtenir un consensus. Et aujourd'hui, sur la complexité, les décideurs te disent non, non, mais moi, je gère les risques décisionnels parce que quand je prends une décision sur un sujet complexe, en admettant même qu'ils comprennent la différence entre compliqué et complexe, eh bien, j'ai un consensus. Et donc, si tout le monde est d'accord avec la solution, elle ne peut pas être mauvaise. Ok, mon cher ami, peux-tu m'expliquer comment tu as obtenu ce consensus? D'où vient le projet de décision? Est-ce que tu l'as pondu tout seul dans ton bureau? Est-ce que tu as parlé en premier, déclenchant ainsi le faillotage? Est-ce que tu as fait de la pensée balistique? Qui était autour de la table? Des gens qui vivent le terrain ou des gens qui voient le terrain? Est-ce que la parole était distribuée? Est-ce que tout le monde s'écoutait réellement? Est-ce qu'on était dans un espace d'échange sécurisé où les gens plutôt avaient peur de s'exprimer et donc ça t'active le biais de la pensée de groupe dans lequel tout le monde essaye d'imaginer quelle est l'opinion majoritaire et pour pas faire de vagues, pour pas être humilié, vexé, va sortir des idées compatibles avec ce qu'il imagine être l'opinion majoritaire. C'est comme ça que tu as conçu ta décision. Et à la fin de la réunion, après avoir tué tout le monde, tu dis qu'en pensez-vous? Et puis les gens, tel le lapin dans la R18, font ah ben ouais, ben
Ah non, mais voilà. Eh Et oui. en plus, c'est d'autant plus facile d'être d'accord avec le chef que personne ne sait avec certitude. Donc, tu ne peux pas démontrer rationnellement au chef qu'il se trompe et qu'il va transformer son rêve en cauchemar pour toi. Lui, le chef, ne peut pas démontrer à ses collaborateurs qu'il se trompe. Personne ne peut rien démontrer à personne parce que c'est l'incertitude, l'imprévisibilité. On ne saura que dans 6 à 12 mois qui avait raison. Et donc, le consensus, aujourd'hui, est utilisé pour décider sur des sujets où personne ne sait avec certitude et il faudra attendre 6 à 12 mois avant de savoir où étaient les bonnes et les mauvaises idées. Donc, absurdité totale. C'est scientifiquement absurde. Ce qu'on cherche à obtenir par l'intelligence collective, c'est l'intuition collective. Si je reviens sur les tours de table tout à l'heure, l'intuition collective, elle est émergente. Elle émerge de 5, 10, 15 tours de table, où petit à petit, tour de table après tour de table, on prototype quelque chose qui est au point d'équilibre de toutes les contraintes, parce que ce n'était dans la tête de personne, c'est le fruit d'une intuition que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Mais pourquoi ça reste une intuition? Parce que personne ne sait avec certitude. C'est passionnant et du coup, je me dis, les auditeurs qui nous écoutent, donc des DRH, des dirigeants, même des managers, et qui auraient envie de faire un premier pas justement pour, alors je vais faire un peu caricatural, mais pour devenir meilleur architecte des décisions. Comment qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quel est le premier pas effectuer selon toi? Bon, ils viennent te voir déjà. Bon, évidemment, je pense qu'il faut qu'ils écoutent tous les podcasts. Ça, c'est une première Voilà, chose qui est assez fondamentale. il n'y a pas de biais du tout. C'est le guide de survie dans un monde complexe et incertain. La deuxième chose, évidemment, bon, j'ai écrit quelques livres qui peuvent aider à approfondir certains aspects qu'on a passés rapidement. Mais si je devais leur donner un conseil en imaginant que voilà, ils veulent pas lire, ils veulent pas écouter des podcasts, et ce sera la plus grande erreur de toute leur vie, mais si je devais donner finalement qu'un seul conseil, euh, ce serait de parler en dernier. Sur une échelle dans la gestion des risques décisionnels sur des enjeux collectifs complexes, je rappelle encore une dernière fois avant qu'on se quitte qu'on ne parle que de ça depuis 1h22, voilà, un peu moins, euh, je leur dirais, parlez en dernier dans vos réunions de résolution de problèmes, que le problème soit simple, compliqué ou complexe, quel que soit le problème, que vous soyez dans l'excellence opérationnelle, dans courir vite ou dans n'importe quoi, ou dans du management participatif ou dans je ne sais pas quoi, parlez toujours en dernier. Malheureusement, là, ils vont me dire, oui, mais moi, je demande aux gens ce qu'ils en pensent et puis ils n'ont pas d'idée, parce qu'ils sont nuls, évidemment. Ou peut-être qu'ils attendent que tu parles en premier, parce qu'ils ont tellement l'habitude que tu parles en premier que voilà. Alors malheureusement, il n'y a pas d'autre façon de parler en dernier que d'organiser un tour de table à l'écrit ou un tour de table à l'oral. Et à l'oral, quand tout le monde a dit je passe, là tu sais que tu as parlé en dernier. Et dans un tour de table à l'écrit, quand tu vois que le forum de discussion s'essouffle et qu'au bout de 10-15 minutes, plus personne ne publie rien, tu sais que tu as parlé en dernier. Eh bien, écoute, franchement, Olivier, c'était passionnant. Moi, j'aime bien les choses où on va au fond du système, on va au cœur des choses. Et ça, pour le coup, on touche à un vrai sujet qui n'est pas très souvent abordé, hein, d'ailleurs, hein. Même dans la littérature, même je vois dans les podcasts avec mes collègues. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est au devant de la scène, mais pourtant qui pourrait peut-être répondre à plein de sujets transverses, hein, et notamment la santé au travail et d'autres sujets bien plus stratégiques encore. Donc, merci en tout cas d'avoir évoqué avec moi toutes ces notions éclairantes. Merci pour ta venue, Olivier. Vraiment. Merci beaucoup Yann de ton invitation et bravo pour ce que tu fais et ton travail de partage. Je te remercie infiniment et je donne rendez-vous aux autres auditeurs, aux autres émissions qui vont venir avec autant de perspectives, de nouvelles visions, de personnalités, et c'est ce qui fait la richesse du podcast. Donc merci à vous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Encore une fois, merci Olivier et à très bientôt. Bientôt.
Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.